On attaque tout de suite. Aujourd'hui, on enfile notre casquette d'expert en crypto-monnaie pour une analyse de viabilité. Un vrai décryptage neutre et sans filtre d'un projet qui fait un bruit monstre en ce moment, le réseau Pi. L'idée, c'est de laisser les rumeurs au vestiaire et de regarder sous le capot. On va décortiquer l'infrastructure réelle, les fameux défis techniques avant le passage au réseau ouvert et surtout ce que tout ce jargon implique concrètement quand on débute en investissement et qu'on veut comprendre les bases de cet actif numérique. Bon, ce chiffre, impossible de passer à côté. 314 159 $, c'est ce qu'on appelle le GCV, la fameuse valeur de consensus global. L'engouement est tellement dingue que même le Times of India en a fait ses choux gras. Mais attention, soyons très clairs d'entrée de jeu, c'est un objectif fixé purement par la communauté. Ça relève de la psychologie collective, pas vraiment des mathématiques dures du marché. Notre mission dans ce décryptage, ça va être de séparer l'euphorie ambiante de la stricte réalité technique. Au programme aujourd'hui, on va procéder par étapes. D'abord, le match à l'entre entre l'infrastructure Pi et les marchés traditionnels. Ensuite, un point technique sur les protocoles 23 et 26. On parlera de la fusion avec l'intelligence artificielle, des vrais défis de migration, du prix réel face au JCV et on finira sur la diversification et les compétences IA. Première grande étape de notre analyse, l'infrastructure de Pi face au marché traditionnel. C'est là que la fracture est la plus flagrante. D'un côté, on a nos systèmes traditionnels. On connaît tous la chanson, des institutions, des banques centrales, une bureaucratie hyper centralisée et parfois bien lourde. De l'autre, l'approche depuis, c'est carrément une infrastructure humaine. On parle d'une armée de plus de 60 millions d'utilisateurs super actifs, dispersés partout sur la planète, qui valident le réseau avec un simple smartphone. C'est un changement de paradigme total. On décentralise la validation, et le tout sans même avoir besoin d'ouvrir un compte en banque classique. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette armée humaine commence à sérieusement attirer l'œil des institutions. Et oui, des mémos internes de divers ministères des Finances montrent un intérêt clair pour des protocoles de ce type, peu gourmands en énergie et déjà massivement adoptés. Pourquoi un tel intérêt ? Eh bien, imaginons un instant, avoir une conformité d'identité, ce fameux KYC, à une telle échelle, ça ouvrirait la porte à des paiements publics totalement fluides. On pourrait même automatiser la collecte des impôts. Ça réglerait d'un coup le casse-tête et les coûts astronomiques liés à la gestion de l'argent liquide. Passons à la deuxième partie, au cœur de la machine, les protocoles 23 et 26. Sur le calendrier, on est clairement à un point de bascule. Mi-mai, un cap colossal a été franchi, 18 millions de comptes vérifiés par KYC dans le monde. C'est énorme. Et ça tombe pile poil avec une date butoir cruciale, celle du 19 mai pour la migration des nœuds, ce qui prépare littéralement le terrain pour le grand chamboulement prévu fin juin. Ce fameux protocole 23, il ne faut surtout pas le voir comme une simple petite mise à jour de routine. Pas du tout. C'est une refonte totale de l'architecture. On fait sauter les verrous manuels du passé pour enfin supporter massivement les contrats intelligents et les applications décentralisées. En gros, c'est ce qui donne au réseau le pouvoir d'automatiser ses nœuds grâce à leur API Horizon. C'est le moteur qui passe à la vitesse supérieure. Et c'est précisément ici que le mot décentralisation prend tout son sens. Le 22 juin, avec le protocole 26, l'objectif affiché est de donner les clés du camion à la communauté en transférant le contrôle total des nœuds. Pour tout investisseur qui observe ce projet, c'est la case technique absolument obligatoire à cocher avant même d'oser rêver au lancement d'un véritable réseau ouvert. Troisième point de notre analyse, un aspect passionnant, la rencontre entre l'IA et le réseau humain. Cette gigantesque base humaine, c'est du pain béni pour l'adoption de l'intelligence artificielle. Il faut y penser. Aujourd'hui, avec des outils d'IA génératifs comme Cursor ou Claude, même un développeur débutant peut coder une application en un clin d'œil. Le vrai parcours du combattant, ce n'est plus le code, c'est de trouver des utilisateurs. Mais en intégrant leur création au Pi App Studio, bam, ils ont un accès direct et instantané à un réseau de 60 millions de pionniers, un canal de distribution servi sur un plateau d'argent. Nos sources d'analyse mettent en lumière une citation assez piquante. Twitter a mis sa communauté en vente en offrant ses 60 millions d'utilisateurs aux développeurs d'applications. Vu sous cet angle expert, c'est une stratégie redoutable. En utilisant cette immense communauté comme appât, l'équipe centrale déploie une tactique très agressive pour aspirer les talents extérieurs. L'idée est limpide, créer très vite de l'utilité dans le monde réel en multipliant les applications au sein de leur propre écosystème fermé. Quatrième partie de notre décryptage, les défis, la migration et la fameuse rareté. Quand on épluche les données de près, on découvre une dynamique assez surprenante. Entre la mi-mars et fin avril, c'était l'autoroute. Un volume massif de 551 millions de jetons a été migré. Impressionnant, non ? Mais à partir du 30 avril, plus rien. Le robinet est fermé à sec, zéro migration. Les analystes s'accordent à dire que ce coup de frein brutal crée délibérément une pénurie artificielle sur le marché. C'est très probablement une manœuvre pour éviter une liquidation massive par les pionniers et donc pour contrôler étroitement la rareté du jeton. Évidemment, ce blocage vient aussi des gros soucis techniques liés au processus de vérification d'identité. Le redoutable niveau 8 de validation s'est transformé en un véritable goulot d'étranglement avec des règles de sécurité ultra strictes.
Mais pour tenter de désengorger tout ça, ils ont sorti l'artillerie lourde avec de nouveaux outils d'intelligence artificielle de détection du vivant. Et selon les retours sur le terrain, ça aurait déjà permis de diviser par deux les fameuses files d'attente pour l'approbation humaine. Par contre, petit détail croustillant repéré par les explorateurs de blocs, un récent transfert de 50 millions de jetons directement vers les comptes de l'équipe centrale. Dans le cadre d'une évaluation neutre, ça fait forcément lever un sursis sur le degré réel de centralisation actuel. C'est un indicateur clé qui prouve que l'équipe garde pour le moment la mainmise totale sur une gigantesque part des liquidités. On passe à la 5e partie, le nerf de la guerre, le GCV, la demande et le prix réel. On redescend un peu sur Terre par rapport à notre fameuse valeur de consensus à plus de 300 000 $ évoquée tout à l'heure. Dans la vraie vie, ça se passe différemment. Prenons l'hôtel Lengo, qui a fait un buzz monumental en acceptant le jeton. Dans les faits, la facture s'est réglée de manière mixte. 80% en monnaie sonnante et trébuchante et seulement 20% en crypto. C'est le parfait exemple d'une adoption prudente et progressive par les commerçants qui testent les eaux tout en se protégeant contre la volatilité. Et justement, en parlant de volatilité et de prix, faisons un peu d'analyse technique. Il y a un concept de base à connaître, la figure en tasse et anse. C'est un modèle visuel très classique sur les graphiques de trading. En ce moment, les experts observent cette phase de consolidation. En gros, ça veut dire que le marché encaisse le choc des ventes après les récentes migrations et que ça pourrait potentiellement préparer un rebond explosif vers le haut. C'est là qu'il faut vraiment faire la part des choses entre le rêve spéculatif et les chiffres. Actuellement, l'actif s'échange autour des 16 centimes de dollars, plombé par la pression vendeuse. Mais si on suit notre fameuse configuration en tasse et anse, l'objectif technique réaliste tournerait plutôt autour de 23 centimes, à condition bien sûr que le déploiement du protocole 23 passe comme une lettre à la poste. On est bien d'accord, on est à des années-lumière des millions émotionnels fantasmés par le GCV. Enfin, 6e et dernière partie, la diversification et les compétences IA. On ne le dira jamais assez. Tout miser sur un seul actif en plein développement, c'est jouer avec le feu. Les spécialistes martèlent qu'il faut absolument coupler ça avec de vraies compétences techniques. Par exemple, nos sources montrent des opportunités pour se former à l'intelligence artificielle pour des sommes complètement dérisoires, de l'ordre de 1000 roupies pakistanaises. Apprendre à dompter l'IA avec des outils comme Cursor ou Claude pour créer ses propres applications, tout en gravitant dans des écosystèmes décentralisés, c'est ça la vraie stratégie gagnante pour les investisseurs débutants qui veulent se créer de multiples sources de revenus solides. Ce qui nous amène à cette réflexion finale qui donne un peu le vertige. En ce moment, la planète entière fait une course folle vers l'intelligence artificielle et paradoxalement, le besoin de prouver qu'on est bien des êtres humains et pas des robots n'a jamais été aussi vital. Est-ce que l'adoption massive de ces IA ne va pas, au final, reposer intégralement sur cette immense infrastructure de confiance construite par des dizaines de millions de pionniers humains qui valident le réseau à l'heure actuelle? Une question qui change complètement la donne sur la valeur potentielle de ces réseaux de demain. À méditer très sérieusement.